Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'appel de Marseille, les associations d'élus réunies depuis hier dans la cité phocéenne s'allient pour peser face à un exécutif dont elles dénoncent la volonté recentralisatrice. Personne ne veut revenir sur la décentralisation, leur répond le Premier ministre Édouard Philippe. Mais le divorce semble bien consommé entre l'État et les collectivités. Alors comment renouer le dialogue? Gérard Larcher peut-il jouer le médiateur? On en parle dans un instant. Le manque de moyens pour la police et la gendarmerie dans le collimateur du Sénat. Un rapport demandé à la Cour des comptes pointe du doigt le déficit d'équipement des forces de l'ordre, vieillissement du parc automobile ou encore absence de possibilité d'entraînement au tir. Le détail dans cette édition. Le choix du successeur de François Molins au poste de procureur de Paris suscite des remous. 3 candidats ont été écartés par Emmanuel Macron. Les syndicats de magistrats s'inquiètent de cette intrusion de l'Élysée dans le choix des magistrats du parquet. Les réactions au Sénat sont à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi. On retrouvera Oriane Mancini en direct de Marseille et Tom Tranui en direct du Sénat, salle des conférences, dans notre multiplex. Je vous le disais en titre, les relations entre l'exécutif et les associations d'élus n'ont jamais été aussi tendues. Communes, départements et régions réunis à Marseille ont choisi de se regrouper sous une nouvelle bannière, Territoires Unis. Dépêché sur place, le Premier ministre a tenté de les rassurer. Personne ne veut revenir sur la décentralisation, nous dit Édouard Philippe. Écoutez. En 2018, comme en 2019, l'effort de l'État, personne morale, État, sur sa dépense sera supérieur à celui demandé aux collectivités territoriales. Je le dis clairement, et ce sera démontré dans l'exécution du budget 2018, et dans les chiffres du PLF 2019, l'effort de maîtrise des dépenses de l'État, stricto sensu, sera supérieur à l'effort demandé aux collectivités territoriales. Et cet effort supérieur sera réalisé dans un contexte où les concours de l'État aux collectivités locales seront stables. Et je le dis là encore avec beaucoup de clarté, parce que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Vous avez indiqué la modération de la dépense des collectivités territoriales. Vous savez comme moi que pendant longtemps, cette modération de la dépense, elle a été assurée, ou plus exactement imposée, par une baisse de dotation massive et qui concernait toutes les collectivités territoriales. Ça n'est pas ce que nous faisons. Ça n'est plus ce que nous faisons. Nous avons indiqué la stabilité des dotations. Et même, mais elle est tellement légère que je ne veux pas la mentionner, une toute légère augmentation. Nous demandons que la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités ne dépasse pas 1,2% par an. Et 228 collectivités sur les 322 collectivités concernées ont décidé de s'engager en ce sens, dans l'immense majorité des villes et des métropoles et des intercommunalités, 45% des départements et plus de la moitié des régions. Et je les remercie. Alors on vient de l'entendre, pas d'annonce ou peu d'annonces dans le discours d'Édouard Philippe, pas de quoi faire baisser la colère des élus locaux. Vous le savez, elle gronde depuis plusieurs années, mais pour eux, eh bien, les relations avec les collectivités sont au plus bas. Reportage sur place de Stéphane Amalion. Édouard Philippe était attendu de pied ferme au Congrès des régions de France. Son discours a permis d'établir un constat de désaccord entre État et collectivités, ni plus ni moins pour l'instant, selon Hervé Morin. On retient le fait qu'il soit venu. Considérer que pour autant il y a eu des grands messages d'ouverture, on en est encore assez loin. Certes, le dialogue est renoué, mais il reste de façade. Les élus locaux attendent de réels engagements, mais surtout des actes. Écoutez, les déclarations du Premier ministre ce matin ne sont malheureusement pas à la hauteur de ce que nous pouvions attendre. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi une seule chose, c'est d'unir l'ensemble des collectivités, que ce soit les communes, les départements ou les régions, de faire front commun. Et ça, c'est du jamais vu, et quelle que soit la couleur politique. Maintenant, je jugerai sur les actes. Malheureusement, ce matin, nous n'avons eu ni les paroles ni les actes. Édouard Philippe n'a donc pas rassuré les élus locaux, qui estime que le gouvernement doit tout simplement prendre la mesure de l'importance des collectivités dans les politiques publiques.
Et il va falloir qu'on fasse la preuve du côté du gouvernement d'une vraie volonté de prendre en compte ce que représentent les collectivités territoriales. Un président de département, de région, un maire, ça n'est pas un chef de bureau de l'administration d'État. Le gouvernement et les élus locaux se réuniront le 19 octobre dans un climat qui est toujours à la défiance. Et on va prendre la direction de Marseille. Il nous attend notre envoyé spécial Oriane Mancini. Bonjour Oriane, on vient de voir la déception des présidents de région. Il faut dire qu'Édouard Philippe, dans son discours, n'a fait que très peu d'annonces, voire aucune. Et oui Delphine, et malgré l'appel de Marseille lancé hier soir où les trois grands niveaux de collectivité se sont unis pour dénoncer une politique qu'ils jugent recentralisatrice, eh bien Édouard Philippe est resté droit dans ses bottes. Durant son discours, il a défendu sa politique, répondant point par point aux attaques et aux critiques qui lui sont faites, aux élus qui lui reprochent de faire peser l'essentiel de la baisse de la dépense publique sur les collectivités. Il répond qu'en 2018 et en 2019, eh bien, l'État supportera plus d'efforts que les collectivités. Au président de région qui lui reproche de ne pas avoir été consulté sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il dément, rappelant à Hervé Morin qu'ils se sont vus dans le Salon Bleu de Matignon. Vous pouvez me dire que toutes vos propositions n'ont pas été retenues, mais pas me dire que vous n'avez pas été consulté. La venue d'Édouard Philippe, eh bien, elle aura au moins permis de se dire franchement les choses, mais aussi de mettre en lumière le fait que décidément élus et gouvernement ne sont pas sur la même longueur d'onde. Une situation parfaitement résumée ce matin par le Premier ministre. Moi aussi, je lance mon appel de Marseille, un appel à une décentralisation qui accepte les désaccords. Merci à vous, Oriane. Alors, jusqu'où ira le bras de fer entre les collectivités territoriales et l'État? C'est le débat de Sénat 360. Et pour m'accompagner sur ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Lelydec. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CNRS. Bienvenue à vous. Jacqueline Eustache-Brinio est également sur ce plateau. Bonjour, sénatrice LR du Val d'Oise. Vannick Bermerian, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Et Christian Cambon, bonjour. Vous êtes bien, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, sénateur LR du Val-de-Marne. Première question pour vous, puisqu'on voit aujourd'hui finalement ce point de non-retour. Jacqueline Eustache-Brinio, on a le sentiment que les relations, je le disais, entre les associations d'élus et l'exécutif n'ont jamais été aussi mauvaises. Je crois que c'est la conséquence logique de ce que subissent les collectivités locales depuis quelques années. Aujourd'hui, on a un président de la République qui demande un effort de 13 milliards aux collectivités, avec un président précédent qui en a déjà demandé beaucoup. Il faut savoir que les maires qui ont été élus en 2014, ils n'ont pas été élus avec cette difficulté à gérer. Ils ont été élus en mars 2014 et en juin, on leur a dit écoutez, on va vous supprimer énormément de vos recettes. Et aujourd'hui, ça continue. Et on leur en demande de plus en plus au quotidien à ces maires. Ils assument de plus en plus de choses, de plus en plus de services, avec de moins en moins de moyens. Donc ce n'est pas une colère, c'est une vraie révolte et une vraie angoisse et une vraie difficulté. Alors les habitants ne comprennent pas bien, mais ils ne comprennent pas bien que quand les collectivités n'auront plus d'argent, elles ne pourront plus offrir des services. Et que ces services, ils sont nécessaires. Et que nous avons aussi une population probablement qui en demande de plus en plus. Donc cette fronde, ce n'est pas une fronde, c'est une inquiétude, une angoisse qui est légitime. Et quand on discute avec des élus locaux, moi j'étais élu local encore il y a très peu de temps, ça dépasse les clivages politiques aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que ce n'est plus possible et qu'on leur en demande beaucoup trop. Est-ce qu'elle est légitime, cette colère, Patrick Lelydec, puisque la Cour des comptes, la semaine dernière, nous disait bien que finalement la situation financière de ces collectivités s'améliore? Alors, il y a plusieurs façons. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. Bien sûr, mais elle s'améliore effectivement, avec néanmoins une critique sous-jacente qui porte sur le fait que cette amélioration, elle est due essentiellement à la baisse des investissements et pas tellement à la baisse des dépenses de fonctionnement ou même à la stabilisation des dépenses de fonctionnement. Et je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui du bras de fer entre l'État et les collectivités. C'est au fond que du côté de l'État, il y a quand même une volonté de piloter davantage les choix publics locaux en matière
non seulement de recettes, mais aussi de dépenses. De recettes, je le dis parce que je pense qu'un des éléments aussi de la toile de fond, c'est quand même la suppression de la taxe d'habitation qui, elle va être évidemment, compensée, nous dit là encore le gouvernement, Patrick Le Hidec. On ne sait toujours pas comment. Hein. Oui, qui va être compensée. Mais si vous voulez, je pense que la politique du gouvernement, mais de celui-ci comme des précédents, c'est une politique qui vise à essayer, encore une fois, de renforcer le pilotage des dépenses publiques locales, au même titre que celle de sécurité sociale, la sécurité sociale, au même titre d'ailleurs que celle de l'État. Et c'est un mouvement qu'on observe, si vous voulez, dans l'ensemble des pays européens, avec des États qui ont mis en place l'équivalent de pacte de stabilité interne depuis, en réalité, 1998. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, un mouvement qui est un mouvement global, qui ne touche pas que notre pays, mais qui est effectivement plus tardif dans notre pays et qui suscite, je pense, davantage de controverses. Christian Cambon, est-ce qu'il y a une volonté, c'est ce qu'a dénoncé François Baroin, de recentralisation rampante de la part de l'exécutif? Bien sûr. Vous qui avez été maire. Oui, elle est même plus tout à fait rampante, elle est clairement assumée par l'exécutif. Et quand j'entends les déclarations du Premier ministre qui dit « vous avez été consulté », ce que demandent les maires, c'est d'être entendus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Jacqueline Eustache-Brinio vient de le résumer. De plus en plus de charges transférées, de moins en moins de moyens financiers, et de surcroît, très très peu de considération. Et des propos que les élus prennent effectivement un peu au pied de la lettre, avec un peu d'amertume. Donc il y a... Mais il est venu quand même, Édouard Philippe, aujourd'hui. Oui, c'était pas prévu, sûr, ça a été rajouté à son agenda. Puis écoutez, il a été maire d'une grande ville de France, donc j'ose penser qu'il se souvient quand même de ce à quoi il devait faire face quand il était maire du Havre. Et je lui fais confiance sur ce sujet. La seule chose, c'est qu'effectivement, le président de la République, et on peut en discuter, se livre à une politique... autant que faire se peut, de réduction des dépenses publiques, mais au lieu d'appliquer la première recette à l'État et aux services de l'État, et il y a de nombreux services qui mériteraient d'être revus sur ce plan, on s'adresse aux collectivités territoriales en leur disant « faites des efforts, comme ça je pourrais être celui qui aura diminué la dépense publique ». Or, les maires ruraux, maires citadins, maires de banlieue, nous sommes confrontés à une double, j'allais dire un état d'esprit paradoxal de nos concitoyens. Les impôts, ils n'en peuvent plus, on ne peut plus les augmenter. Et d'un autre côté, ils demandent toujours plus de services, toujours plus de crèches, de centres de loisirs. C'est très compliqué. Cambon, oui. Et donc maintenant, on assiste effectivement à des situations qu'on ne connaissait pas il y a 5, 10 ou 15 ans, à savoir des services publics qui ferment. Moi, je connais dans mon département du Val-de-Marne des maires qui ont dû fermer des étages entiers de crèches, alors que plus que jamais, les familles ont besoin de garderies. Donc vous voyez, le problème, il est assumé, mais les élus sont pris d'une sainte colère pour dire arrêtez. Yannick Berberian, on a beaucoup parlé de cette recentralisation. Le Premier ministre s'est voulu rassurant ce matin. Pas question, personne ne veut revenir sur la décentralisation, nous dit-il. Malheureusement, les faits ne le prouvent pas. C'est même l'inverse. Donc on vient de vous expliquer là ici sur le plateau que l'État recentralise un certain nombre de sujets. Mais moi, je voudrais dire que la recentralisation ne se fait pas uniquement en direction de l'État, elle se fait aussi au niveau d'autres collectivités. Et ça, c'est la funeste loi NOTRe qui l'impose. Je suis désolé, le rôle des régions aujourd'hui est quand même très très loin de ce qui était nécessaire pour avoir un développement local pertinent. Il y a une recentralisation vers les intercommunalités, vers les régions. Et tout ça, ça crée effectivement un malaise. Les élus ruraux n'en peuvent plus. Et alors, si vous permettez, je voudrais quand même dire que c'est pas un sujet d'aujourd'hui, quoi. Parce que nous, maires ruraux, nous ne plaçons absolument pas dans un débat politicien. Il n'y a pas de rapport de force politique. On n'aborde pas les questions de cette nature, de cette manière. Simplement, si je prends l'exemple de la loi NOTRe, elle a quand même été pensée à l'époque où le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy. Elle a été écrite et votée à l'époque où le président de la République s'appelait François Hollande. Et aujourd'hui, elle est mise en musique avec gourmandise par une République qui est présidée par M. Macron. Donc je veux dire par là que c'est un sujet qui date depuis longtemps, qui est en filigrane depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, on n'en peut plus. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est effectivement
l'obligation du transfert de la compétence eau et assainissement, parce qu'au-delà du sujet de l'eau et de l'assainissement, il y a la définition d'un mode de gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne se soucie absolument pas de ce que peuvent penser les élus locaux, on impose les choses. Alors, avant de vous donner la parole, Patrick Lelydec, justement, on va réécouter Édouard Philippe, c'était ce matin à Marseille, écoutez. Dans notre Constitution, la décentralisation est un fait aussi incontestable qu'irréversible. C'est incontestable et c'est irréversible. Je ne crois pas que nous gagnions quoi que ce soit à laisser penser que nous voudrions revenir sur une disposition qui est centrale, première, si j'ose dire, dans la Constitution, le fait que la France est désormais une république décentralisée. Point. Personne, mesdames et messieurs, personne ne veut revenir sur le caractère décentralisé de la République. En tout cas, certainement pas le gouvernement, certainement pas la majorité parlementaire et certainement pas les élus locaux. Patrick Lelydec, on sent que le Premier ministre a du mal à convaincre son auditoire sur cette question de la décentralisation. Oui, je pense qu'il a du mal à convaincre parce qu'effectivement, le contentieux est important avec les trois grandes associations d'élus, AMF, ADF, ARF. Alors après, je pense que le monde local est aussi un peu plus divers que cet appel de Marseille peut le laisser penser, dans la mesure où toutes les associations d'élus ne sont pas tout à fait sur la même ligne. On a vu que l'ADF s'apprêtait à signer avec le gouvernement sur un certain nombre de points, notamment sur les allocations individuelles de solidarité. Puis il y a eu des débats en interne qui ont amené le président à changer de position. Bon, on voit aussi qu'il y a un peu de jeu, je dirais, dans le positionnement de chacune des associations, avec quand même un clivage entre la majorité et, je dirais, les oppositions qui sont un peu coalisées. Mais que dit le politologue? Est-ce que cette décentralisation, elle est remise en cause aujourd'hui dans les choix gouvernementaux? Alors, je crois que les choses ont été très bien dites par Vannick Berberian sur la continuité de l'action publique. Moi, je note pas d'inflexion vraiment significative dans la politique qui est conduite. Et de fait, si vous voulez, les contrats qui sont aujourd'hui au cœur, en quelque sorte, de la polémique, eh bien, ils ont été préconisés par un rapport Richard qui a été commandité lorsque Jacques Chirac était président de la République en 2006. On les a retrouvés à nouveau dans une série de rapports, le dernier en date étant en 2014, le rapport Lambert-Malvy. Donc là, c'était François Hollande qui était aux commandes. Et aujourd'hui, cette politique-là, elle est mise en œuvre par un gouvernement, Édouard Philippe. Mais il y a quand même une très grande continuité sur ce plan-là de l'action publique. Et pour des raisons d'ailleurs que j'ai rappelées à l'instant. C'est qu'effectivement, la situation des finances publiques conduit le pouvoir central à chercher à piloter tous les agrégats budgétaires, y compris les dépenses locales. Elles ne doivent pas contribuer à cet effort collectif de redressement des finances publiques, les collectivités territoriales, Jacqueline Eustache-Brio. Je crois qu'on n'a pas attendu M. Macron pour savoir qu'il fallait faire des efforts financiers. Enfin, nous sommes tous les deux anciens maires. Ça fait des années que quand on travaille sur un budget, quand on prévoit un budget, ça fait des années qu'on fait des efforts sur le budget de fonctionnement. Parce que ça, c'est juste irresponsable de ne pas penser qu'à un moment, il faut que chacun participe à l'effort national. Enfin, dans la dette globale de notre pays, il y a cette dette, pour les collectivités locales, elle représente 10% de la dette. 10% de la dette. Donc il faut juste relativiser le poids des collectivités au niveau de la dette globale de ce pays. Et on n'a pas attendu ce nouveau président pour réfléchir. Sauf que sur les budgets de fonctionnement, au bout d'un moment, quand depuis 10 ans, vous demandez à vos services de faire des efforts, il n'y a plus d'efforts possibles. Ah ben oui, il y a un effort. On ferme la crèche, on ne fait plus les cantines, parce que tout ça, c'est des services qui ne sont pas obligatoires. Hein. Donc, dans l'absolu, on peut se dire ça. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du mépris aujourd'hui. On lance plein d'idées. On a entendu, ce qui est très bien, le président faire un grand plan pour lutter contre la pauvreté. Dans ce plan, le président dit, on va faire des crèches. Qui assure le déficit des crèches? Ce sont les collectivités. Qui assure
Le théorique repas à 1 €. D'abord, on ne l'a pas attendu pour le faire en embauche de cavité. Qui assure le déficit de la cantine? Moi, dans la vigne que je gérais jusqu'à dernière, 1 million de déficit, pris en charge par tous les habitants. D'accord? On a eu comme ça, on va mettre du bio. Bon, on l'a pas attendu non plus. Et ça coûte cher le bio. Donc, on prend des décisions, on fait des effets d'annonce, et ce sont les collectivités locales qui payent. Donc, c'est ça que les élus ne supportent pas. C'est ça. C'est une atteinte, ça a été souvent rappelé, à la libre administration. Exactement. Enfin, un maire, il a été élu. Ce sont ses habitants qui lui ont donné la confiance lors d'une élection. S'il est mauvais, s'il n'est pas bon, la fois d'après, il ne repasse pas. Donc, laissons les maires, qui sont des gens responsables. Monsieur parlait des grosses difficultés des petites communes. Alors, évidemment, on a chacun des difficultés, on a chacun des positionnements en fonction de son propre territoire. Et d'où l'intérêt de laisser les maires gérer en fonction de leur spécificité et de ne pas leur imposer, en plus, de plus en plus de normes, de plus en plus d'explications. C'est compliqué d'être maire aujourd'hui. Regardez les maires qui ont démissionné depuis quelque temps. Et on se reposera la question dans 1 an et demi. Il y a plein de maires qui ne veulent pas y retourner. Et l'une des raisons, c'est celle-là. Alors qu'on vient de voir, hein, vous êtes venu, Vannick Berberian, avec cette écusson « Ma commune est utile ». C'est le message de votre association. C'est le message de l'association des maires ruraux. Et si je le porte aujourd'hui, c'est pas anodin. Hein, c'est parce que faut qu'on arrête de nous raconter des salades. Moi, quand j'entends dans les tribunes d'éminentes personnalités dire « mais il n'a jamais été question de supprimer la commune », je l'ai cru pendant longtemps. Sincèrement, je fais un mea culpa. Hein. Je suis maire depuis très longtemps. Et quand les collègues me disaient « on en veut à la commune », je disais « c'est pas possible, ils exagèrent. On ne peut pas vouloir supprimer quelque chose qui est indispensable ». Puis aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Et quand cet été, il était question des démissions, parmi les raisons qui étaient présentées par les collègues démissionnaires, il y avait souvent l'intercommunalité. Et ça venait très très vite dans les motifs. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus, parce que c'est un signal. C'est une formule, mais trop d'intercommunalité tue l'intercommunalité. Il faut qu'on soit clair. L'intercommunalité qui consiste à mettre des moyens en commun, faire à plusieurs ce que tu fais mal tout seul, c'est la définition qui nous convient. Vrai. Mais l'intercommunalité antichambre de la disparition des communes, ça évidemment, ça ne nous convient pas. Et c'est pour ça qu'on s'est mis très très en colère après le vote de l'obligation de transfert de l'eau et l'assainissement. Parce que sincèrement, vous avez le Sénat, dans la diversité de ses positionnements géographiques et politiques, qui a voté pour le libre choix laissé aux communes. Vous avez toutes les associations de maires, toutes, de maires qui ont dit laisser le libre choix aux communes parce que le sujet, il est d'abord technique. Eh bien, malgré tout ça, on n'en tient absolument pas compte. Vous avez les parlementaires donc, de la majorité, les députés de la majorité, qui ont voté comme un seul homme le transfert de la compétence. Ça, c'est quand même symptomatique d'un mode de gouvernance. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Christian Cambon, on voit que l'incompréhension est totale. Ça pourrait conduire aussi à une paralysie de l'action publique, finalement, ce bras de fer. On voit mal comment on pourrait s'en sortir. C'est pour ça, à mon sens, que le gouvernement fait fausse route en traitant les élus de la sorte. Parce que l'action publique, elle part du sommet jusqu'à la plus petite commune de France. Une loi qui fait l'objet d'un décret, ce décret va finir par être appliqué 23 mois plus tard dans la plus petite commune de France. Donc je pense que les maires et les conseils municipaux, les maires sont les agents de l'État aussi. Ils sont les représentants de leur population, mais ils portent l'action publique sur leur territoire. Aussi important soit-il, aussi petit soit-il. La présence, y compris dans les territoires qu'on a cherché à minorer à travers les projets de réforme constitutionnelle, en nous menaçant de toutes sortes de choses pour que les départements et les communes finissent par disparaître dans la nature, tout ça ne va pas dans le bon sens. Et le conseil, si je peux me permettre de la donner au gouvernement, c'est effectivement de, au contraire, prendre en considération cette amertume des élus, parce qu'ils portent le contact quotidien. Jacqueline disait il y a un instant, et on pourrait allonger la liste de tous les efforts qui sont faits par l'État subrepticement pour tout vous refiler. Enfin, nous, on vient nous dire, maintenant, on va fermer les commissariats de police en région parisienne. Alors, les commissariats mais ça va être beaucoup plus efficace, on va regrouper tout le monde. Et puis, comme il y a des tâches qu'on ne peut plus faire, par exemple, les transferts judiciaires, on pourrait peut-être les confier à des polices municipales. Mais où est-on ? Où est l'État dans cette affaire ? Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure, ça ne cesse de s'ajouter. Le traitement des réfugiés, des personnes en grande difficulté, ça
ça se termine dans nos Un communes. désengagement de l'État à tous les Totalement. niveaux, c'est ce que vous dites, Christian Cambon. Voilà. Pourtant, je rappelle qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu cette conférence des territoires. La première avait d'ailleurs eu lieu mi-juillet au Sénat. C'était justement pour peut-être renouer le dialogue avec les collectivités. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe sur ce point à Marseille et on en débat ensemble juste après. Un mot sur la conférence des territoires que tout le monde, et moi le premier, appelait de ses voeux et dont vous fustigez l'échec en le taxant de, je cite, de lieu de concertation formelle où l'État et les collectivités constatent leur désaccord. Si j'osais, sans en faire trop dans la provocation, je vous dirais assez volontiers qu'un endroit où on peut se retrouver et le cas échéant constater des désaccords, c'est déjà pas si mal. Dire « nous ne sommes pas d'accord », donc il n'y a pas de dialogue, c'est, à mon avis, renforcer le risque du blocage. Patrick Lelydec, on sait que les associations avaient boycotté la dernière conférence des territoires. Les responsabilités sont partagées dans ce qui semble être, je le disais, au mieux une incompréhension, au pire un divorce. Alors, une précision, pas toutes. Certaines des associations d'élus étaient à la table. On pense en particulier à France Urbaine, à la DCF, qui étaient présentes. Mais c'est vrai. À la MRF. Vous étiez présent. Voilà. Aux petites villes également. Enfin, je ne les ai pas toutes citées. Mais je pense qu'effectivement, en toile de fond, il y a tout de même un contexte politique qu'il faut rappeler et qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon celui des années 60, où on avait d'un côté un chef de l'État avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, mais un faible ancrage dans les collectivités territoriales et un très faible ancrage au Sénat. Et à cette époque-là, déjà, on avait constaté, je dirais, des relations assez houleuses avec les associations d'élus, avec l'AMF à l'époque, où le Premier ministre avait été sifflé au congrès de l'AMF, ou le ministre de l'Intérieur, et il était parti. Donc on avait une situation qui était une situation de refus du dialogue. Et on n'en est pas encore tout à fait là, mais on a quand même un petit parfum de ce type qui flotte dans l'ambiance. Et je pense que aussi bien la révision constitutionnelle que l'affaire Benalla sont aussi des éléments qui, d'une certaine façon, reflètent ce climat aujourd'hui. Et cela pèse sur les relations entre les associations d'élus et le gouvernement. Vous regrettez, vous, la décision de vos collègues des autres associations d'avoir boycotté, d'avoir pratiqué la politique de la chaise vide? Ça fait partie d'un ensemble. Chaque association fait ce qu'il entend. Moi, simplement, je remarque, pour avoir participé aux trois, que progressivement, les choses se sont dégradées. Vous avez effectivement celle que vous avez évoquée, la première en juillet. Le problème, c'est que quelques semaines après, concrètement, dans les faits, se passaient des choses qui étaient à l'inverse de ce qu'avait dit le président de la République. C'est exactement ça. Donc, ça pose un souci. Si vous permettez, je voudrais continuer la remarque que je faisais sur la continuité. Parce qu'il y a des alternances et on se rend compte que finalement, la seringue, elle a le même produit. Il y a des gens dont on ne parle jamais. Ce sont les hauts fonctionnaires de l'administration centrale, qui, eux, ne changent pas. Et il y a une continuité, si vous voulez, dans l'écriture, dans le mode de pensée, dans ce souci de concentrer toujours à l'infini les choses, qui émane de ces gens-là. Ils tirent les ficelles derrière le rideau. Ils ne sont pas élus. Donc ça pose quand même un problème. Je ne parle pas des préfets, sous-préfets, etc. Je parle de la haute fonction. Je parle de l'aristocratie de l'administration française, celle qui est Ils sont là aussi dans pour les appliquer ministères. peut-être une politique, Jacqueline Eustache-Brinio. Est-ce qu'ils le font? Oui. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Est-ce que les politiques sont entendus? Je pose la Jacqueline question. Eustache-Brinio et Christian Cambon, oui. Je partage complètement les propos de ce qui ont été dit à l'instant, parce qu'on a effectivement un certain nombre de fonctionnaires qui ne mesurent même pas ce que les maires vivent et qui ne mesurent pas combien, pour certains maires, il est difficile d'appliquer un certain nombre de choses. C'est ça la difficulté. Et ça aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est quelque chose que beaucoup de maires ressentent, petites ou grandes communes. C'est-à-dire que le maire, il est confronté à toutes les difficultés, il a des textes qu'on lui impose qui ne correspondent pas à ce qu'il peut faire. Donc ça, il y a une vraie difficulté. Alors après, je voulais juste revenir sur cette conférence qui aujourd'hui fonctionne moins bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation politique où un certain nombre d'élus qui ont été élus, on sait dans quel contexte, qui n'avaient aucune idée
de ce qui se passait dans la gestion d'un pays, se rendre compte on ne gère pas un pays en appuyant sur un bouton. Parce que face à soi, on a des habitants, des élus, etc. Hier, j'entendais une députée, dont je tairai le nom, En Marche, qui était extrêmement satisfaite des relations avec les élus locaux, qui disait que les barons de la politique faisaient de l'obstruction politique, mais on n'a pas besoin de ça pour exister. Enfin, c'est d'un mépris. Je veux dire, alors la méthode Coué... C'est ce que dit Jacqueline Gouraud, justement. Elle ne sent pas cette grogne des territoires. Oh bah oui, elle nous l'a dit mardi. Elle a reçu un accueil assez frais, du reste. L'accueil qu'elle a eu, de droite comme de gauche, mardi dans l'hémicycle, a été quand même à la hauteur de ses propos. Enfin, il faut arrêter de penser que tout va bien. La méthode Coué, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Vous savez, les élus sont confrontés à la vie quotidienne des gens. Donc, ils croient à la réalité des choses. Moi, je veux bien toutes ces conférences, tous ces colloques, toutes ces rencontres où on fait des belles déclarations, etc. Dans les faits, qu'est-ce que voient les maires? Moi, je prends 2 exemples. Là, à l'annonce du budget dont nous allons commencer l'examen, il y avait 3,6 milliards sur les dotations aux collectivités territoriales. Bercy, par un petit coup de miracle, là, fait disparaître 320 millions, comme ça, sans parler, sans l'autorisation du Parlement, sans personne. On dit, pam, moins 320 millions. Vous imaginez, c'est moins 6%. Donc ça va avoir des conséquences, des petites jusqu'aux grandes communes. Les contrats aidés, d'un trait de plume, on dit moins 70 000 contrats aidés. Vous imaginez, pour l'animation des centres de loisirs. Philippe est un peu revenu, c'est quand même moins qu'annoncé. Oui, mais enfin, vous voyez, alors on part de haut pour essayer de faire le beau et dire, non, finalement, c'est pas si grave. Christian Cambon, comment on sort de cette situation, puisqu'on a entendu ce matin, et on va le réécouter, le président, justement, Gérard Larcher, se poser quelque peu en rôle en médiateur pour essayer de renouer le dialogue. On l'écoute, il défend sa méthode, il parle même de la méthode éprouvée au moment de la réforme de la SNCF, la méthode Elisabeth Borne. Écoutez. Moi, je vous propose d'être très pratique et de partager ensemble le défi de Marseille. Au-delà des gestes d'amitié, l'enjeu est bien de reconstruire la confiance qui est rompue. L'enjeu, c'est de saisir les mains tendues de part et d'autre et de construire ensemble, concrètement, les nouvelles collaborations entre l'État et les collectivités avec une nouvelle méthode. J'ai entendu à plusieurs reprises, Madame la Ministre, que la méthode Elisabeth Borne pouvait être brevetée. Alors, pourquoi pas? Je dois dire aussi que nous l'avons mise en œuvre avec succès au Parlement. Je pense à la réforme du statut de la SNCF et je le pense, après un échange ce matin, à un futur texte sur les mobilités. Mais il me semble qu'avec Territoire Uni, dans l'indépendance des associations, mais le Sénat, parce qu'il a la responsabilité constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales de la République, nous devons proposer une autre approche, notamment sur le sujet de la préparation des conférences nationales des territoires. Rappelez, et Hervé Morin vient de le faire, ce qui est une évidence, c'est que les élus territoriaux ont la légitimité du suffrage universel, qu'ils ne doivent pas s'en excuser, qu'au contraire, cela leur donne une force qui doit nous permettre d'avancer. Il ne suffit pas que les relations au sein de la conférence soient plus fluides et moins formelles. Et je reprends les mots du Premier ministre, il faut surtout qu'elles quittent la raideur. Alors que Christophe Dietrich vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, vous êtes maire de Laigneville. On parle justement de ces relations entre l'État et les collectivités territoriales. Elles ne sont pas bonnes. Vous allez nous dire votre sentiment dans un instant. Mais on vient d'entendre Patrick Lelydec, le président du Sénat, qui cherche un peu à renouer finalement le lien entre ces collectivités territoriales et l'exécutif. Une nouvelle méthode. Il propose de relever le défi de Marseille. C'est possible selon vous? Ou est-ce qu'on a atteint un point de non-retour peut-être? Je pense qu'on n'a pas tout à fait atteint un point de non-retour, en particulier parce qu'il y a quand même un certain nombre d'options qui sont sur la table. Il faut comprendre, dans le contexte actuel, que chaque association d'élus cherche aussi à se faire entendre d'autant plus fort qu'il y a quand même un débat sur qui paiera la facture de la suppression de la taxe d'habitation. En d'autres termes, on voit bien que certains pourraient être tentés de se montrer conciliants, mais ils craignent de perdre au jeu de la conciliation. C'est celui qui montre les dents qui aura probablement une meilleure capacité à conserver des recettes fiscales les plus dynamiques. Et donc je pense que ces éléments-là jouent aujourd'hui dans la façon dont
le conflit est aussi mis en scène. Alors, Christophe Dietrich, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une incompréhension totale entre les collectivités territoriales et l'État, ou est-ce qu'on peut justement peut-être avancer et renouer un peu le dialogue? C'est difficile de parler avec des gens qui sont autistes et qui n'écoutent pas. Disons que leurs rapports sont passés de très mauvais à exécrables. Pour vous dire ce qu'ils sont, je vais vous donner des... Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, la volonté, c'est de tuer les communes. Et pour ça, on utilise une méthode qui est très efficace, c'est qu'on les asphyxie. Et dans 6 ans, on va nous dire, vous n'êtes pas capable de gérer, alors on va donner les communes aux communautés de communes. Simplement, on n'a pas le courage de nous le dire en face. La réalité, elle est là. Je vais vous donner des exemples tout simples. Aujourd'hui, l'État est aux abois et elle va chercher l'argent jusque dans des trucs totalement dérisoires. On a acheté un véhicule sur la commune, donc on récupère la TVA normalement. De la TVA, on nous a soustrait les 30 € de gasoil qu'on a mis dedans et la carte grise qu'on a dû acheter pour le véhicule. C'est un exemple. La taxe pylône aussi, elle nous rapporte 15 000 € sur la commune chaque année, elle disparaît l'année prochaine. Les baisses de dotation, cette année, pour nous, c'est 220 000 € en moins. Depuis que les baisses sont engagées, c'est 380 000 € pour les communes. Pour moi, c'est 3 rues refaites. C'est 10 emplois. Donc voilà, ce sont des choses complètement aberrantes. Aujourd'hui, on sent bien qu'aujourd'hui, les élus n'ont plus le pouvoir. La technocratie a pris le pouvoir sur les élus. Normalement, l'élu décide de la politique à mener. L'administration est là pour l'aider à mettre en musique. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. L'administration impose son pouvoir et l'élu applique. Et là, il y a un problème. Dernier exemple, à Lagneville, on a ouvert le premier cabinet de télémédecine de France. J'ai dû le faire sans l'ARS, qui considère que je ne suis qu'un maire et que donc je ne suis pas légitime. L'Agence régionale de santé. C'est ça. Je précise pour les téléspectateurs. Donc ce sont des exemples très concrets. Jacqueline Eustache-Brinio, on a quand même entendu Gérard Larcher parler peut-être d'une évolution législative en ce qui concerne une meilleure répartition des compétences. On a évoqué cette loi NOTRe, il va falloir revenir peut-être sur cette loi, sur cette question notamment des compétences pour permettre justement d'apaiser ce climat de tension qui existe en ce moment. Je comprends tout à fait ce que dit le président Larcher. Il faut essayer de faire un pas l'un vers l'autre, mais ce que dit monsieur à l'instant, il est révélateur de ce que les élus locaux vivent, du mépris au quotidien. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et on tente aussi à ingérer et à faire croire aux habitants que les élus locaux sont des irresponsables et qu'ils dépensent de l'argent et que l'État est quand même quelqu'un d'exceptionnellement rigoureux, et ça c'est insupportable aussi. C'est vraiment insupportable, et on ne reconstruit rien sans respecter celui qui est en face de soi. Et ça, cette administration qui méprise les élus, et un certain nombre d'élus qui aussi méprisent les élus locaux, ça c'est juste insupportable. Et nous avons été maires pendant quelques années et on ne vivait pas ça, on n'a pas connu ça il y a très longtemps. C'est quelque chose qui s'accentue et c'est quelque chose qui devient insupportable. Et avec le mépris, on n'avance à rien. Christian Cambon, avec aussi un droit à la différenciation qui doit être sanctuarisé dans la prochaine réforme constitutionnelle. Oui, le droit à la différenciation, c'est bien le moins que l'on puisse concéder aux maires, ne serait-ce que parce qu'ils sont tous dans des situations différentes les uns après les autres. Je crois qu'on n'est plus du tout au temps où des collectivités voulaient exercer les compétences que la collectivité supérieure. Nous n'avons même plus les moyens d'exercer nos propres compétences. C'est ça la difficulté. Et le cri qui est poussé et la colère qui se manifeste, c'est déjà celle-là. Effectivement, que ce soit, c'est très curieux du reste de voir que aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, ce sont les mêmes symptômes. Regardez en Ile-de-France, c'est l'accumulation des tranches de compétences. Alors vous avez la commune, vous avez le territoire, vous avez la métropole, vous avez la région, vous avez le département. Le maire, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Il va faire la fête des voisins et faire les fêtes des écoles. Il voit ses budgets qui ont fondu. Moi, j'avais 22 millions de budget, on m'en a coupé 8. Vous imaginez quelqu'un qui gagne 2200 € à qui on enlève 800 €, ça passe pas totalement inaperçu. Et encore une fois, je le redis, nos populations ne comprennent pas, car dans le même temps, la vie est compliquée, la vie est difficile et les gens attendent des collectivités. Le maire, c'est le seul qu'ils rencontrent, à qui ils peuvent parler, qu'ils peuvent interpeller. Bon, regardez, Madame le maire de Paris, quand les rues sont sales, on se doute bien que c'est pas la maire de Paris qui est avec son balai. Et cependant, tout le monde dit que fait Madame Hidalgo, cette ville est très sale. Bon, voilà. Et bien, je pense que malheureusement, toutes les communes sont dans une difficulté qui est une difficulté qui est voulue. C'est les marges de manœuvre qui sont de plus en plus réduites, Christophe Dietrich, mais il y a quand même des propositions qui émergent, puisque je recevais la semaine dernière votre collègue sénatrice Françoise Gatel. Elle dit qu'elle en a marre aussi de ce terme de grogne des élus. On comprend à la fois la colère, mais il faut faire aussi confiance à l'intelligence territoriale, car il y a des propositions aussi de votre part. L'intelligence territoriale, il faudra qu'on nous l'explique. Moi, je vais vous dire, c'est une énorme erreur de supprimer nos communes. Ce que vous disiez très justement, moi, les gens viennent taper à ma porte à 2h du matin. Pour l'instant, il n'en est pas question de supprimer les champs communaux.
en plein dedans. Si on n'a plus d'argent pour investir, c'est fini. D'un côté, on asphyxie les communes, de l'autre, on fait croire aux gens que les communes coûtent cher. Les communes, c'est 8% de la dette de l'État. Sur 2200 milliards, les communes, c'est 140 milliards. Les communes ont un sens. Nos 36 000 communes ont un sens. Elles ont une histoire. On n'a pas besoin de ressembler à l'Allemagne. Elles ont un sens au sens où, justement, les communes, on en a 36 000 parce qu'elles permettent d'amener la démocratie et la République au pas de la porte de tout le monde, au cœur de la France la plus profonde. Et ça, c'est quelque chose de capital. Aujourd'hui, la technocratie a pris le pouvoir et on est en train non seulement d'enlever le pouvoir aux élus, mais d'enlever le pouvoir au peuple. On dit qu'il y a trop de conseillers municipaux, ça a été dit au plus haut niveau de l'État. Est-ce que seulement ces gens savent que les conseillers municipaux, c'est bénévole? Bénévole, zéro, une touche zéro. Et ils acceptent de quitter leur domicile un soir par semaine pour aller en commission pour s'occuper de sujets qui ne les concernent pas fatalement directement. Vous voyez, rien que ça monte un niveau d'incompréhension qui est incommensurable. Qui n'existait pas il y a quelques années. Elle se fait à marche forcée, ça a souvent été dénoncé par les élus. On l'a dit, l'intercommunalité imposée n'a pas de sens. Moi, je suis maire depuis quelque temps déjà, et ce qui m'étonne, c'est ce qu'on est en train de dire, ça fait longtemps qu'on le dit. Alors, combien de temps encore on va l'entendre? Combien de temps encore on va le dire? S'il n'y a pas véritablement un changement de manière de penser, de manière de faire, on n'arrivera à rien. Et je vous annonce donc qu'en congrès des maires ruraux la semaine dernière, le week-end dernier, dans les Hautes-Alpes, à l'unanimité, le Congrès a décidé que pour les élections européennes, eh bien, nous ne porterions plus les résultats au bureau distributeur, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Ça suffit. On va organiser le scrutin, on va faire le dépouillement, on va afficher sur la porte les résultats, et puis on va appeler le préfet en lui disant « Monsieur le préfet, les résultats sont à votre disposition à la mairie aux heures d'ouverture. » Voilà. Il y a un ras-le-bol, il faut le comprendre. Patrick Lelydec, on parlait du rôle du Sénat qui représente justement les territoires. Ça peut être la solution, elle peut venir justement de la Haute Assemblée selon vous? C'est un des acteurs du dialogue, mais je pense qu'il y a probablement un dialogue aussi assez concret. Alors il y a le débat sur la révision constitutionnelle qui va peut-être se rouvrir. Et donc avec la représentation des territoires, là aussi, il n'est pas impossible qu'on soit en train aussi de faire monter les enchères, comme je le disais tout à l'heure au sujet de la réforme de la fiscalité locale et de la révision constitutionnelle. Tous ces éléments-là font partie évidemment du paysage, de la discussion. Donc là, je ne peux pas me mettre à la place du président de la République ou du Premier ministre pour savoir sur quel levier ils envisagent d'appuyer. Mais je pense quand même important de dire, et d'une certaine façon, Christian Cambon l'a dit tout à l'heure, en parlant de désengagement de l'État sur un certain nombre de sujets, ce que l'on voit bien, c'est que à l'arrière-plan de l'ensemble de nos discussions, il y a quand même le sujet de la situation des finances publiques. C'est-à-dire qu'on voit des gouvernements, mais sans tellement de différence, effectivement, opérer des tentatives pour réduire les effectifs, aussi bien d'ailleurs des collectivités locales que de l'État lui-même, puisque au fond, ce que l'on a observé, quels que soient les gouvernements, c'est que la tendance était aux coupes budgétaires. Et donc mon sentiment, si vous voulez, c'est que il y a probablement une impression d'acharnement chez les élus locaux, mais si on allait interroger les fonctionnaires d'État dans un certain nombre de domaines, ils vous donneraient les mêmes réponses sur les réformes dont ils ont été l'objet. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, on avait des directions départementales de l'action sanitaire et sociale, elles ont disparu, elles ont été fusionnées. On avait des directions départementales de l'équipement qui ont elles aussi disparu et dont les fonctionnaires ont été massivement supprimés. Et ce mouvement-là, je dirais, continue pour des raisons qui tiennent encore une fois à la situation. De nouvelles annonces, effectivement, on sait que le gouvernement avec de nouvelles annonces, dans la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux. Oui, territoriaux, mais je dirais que le mouvement parallèle quand l'État s'opère, l'État n'en embauche pas. L'État prévoit 5 000 suppressions et il souhaite 70 000 suppressions d'emplois dans les collectivités territoriales. Le rapport ne me semble pas exactement à la hauteur des ambitions. Après, effectivement, on peut discuter de cette répartition. Ce que l'on observe en termes de trajectoire depuis une dizaine d'années, c'est qu'en gros, sous la mandature de Nicolas Sarkozy, il y a eu 30 000 suppressions d'emplois équivalent temps plein dans les services de l'État, et il n'y en a pas eu du côté des collectivités à la même époque. Et donc, on voit de ce point de vue-là, alors après, la question, c'est quelle est
quel est l'horizon temporel dans lequel on opère les comparaisons. Et de ce point de vue-là, moi je suis un peu critique sur un point, s'agissant par exemple des contrats sur l'évolution des dépenses des collectivités territoriales, c'est qu'on a pris en considération parmi les critères que les 3 dernières années, alors que vous pouvez avoir des collectivités qui ont été vertueuses depuis 10 ans, au début des années 2000 et qui, d'une certaine façon, ont déjà fait des efforts. Voilà. Et donc, la question, c'est peut-être aussi de regarder avec davantage de précision les situations relatives des collectivités, quels sont, par exemple, leur taux d'administration locale, c'est-à-dire combien de fonctionnaires elles ont pour administrer une population de 1000 personnes. Et là, il y a sans doute des variations aussi. Des communes rurales, vous verrez la sobriété de la gestion des communes rurales. Bien sûr, ça c'est clair. Oui, puis vous avez aussi Christophe Détry, pardon. Oui. Excusez-moi, il y a des choses qui s'imposent aux collectivités. Dans une crèche, par exemple, vous avez un taux d'encadrement qui est imposé. Dans les centres de loisirs, vous avez les normes. Donc le maire, un jour, faudra ouvrir ce débat. On ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau. Un petit mot de conclusion peut-être, puisqu'on avait fait un débat la semaine dernière sur ces maires qui jettent l'éponge, les démissions sont sans précédent. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous faites partie justement de ces élus qui vont... Non, je ne suis absolument pas démissionnaire, au contraire. C'est plutôt l'inverse. J'aurais plutôt tendance à vouloir faire entendre la voix des maires. Il faut absolument que les maires, les petits maires, moi je suis très admiratif des maires de communes de 100 ou 150 habitants. Moi j'ai 5000 habitants, donc j'ai un pôle administratif, mais les maires de 100 ou 150 habitants, un jour ils passent le balai, le lendemain ils font leur budget, et ils sont là 24 heures sur 24. Donc il faut qu'on donne la parole à ces maires, il faut qu'on les entende. Aujourd'hui on ne les entend pas. Les associations représentatives, aujourd'hui on ne les entend pas assez. Aujourd'hui les maires on ne les entend pas. Donc il est important, je pense, dans les mois qui viennent. Et surtout que lors du congrès des maires de France, on puisse avoir à dire ce qu'on a à dire à M. Macron, sans que cette fois-ci la musique vienne couvrir ce qu'on a à lui dire. Le message est passé. Merci à vous, Christophe Détry, merci à Jacqueline Lesage-Bruno, merci Patrick Lelydec, merci Christian Cambon, merci à vous, Vannick Berberian. On en vient maintenant à l'actualité ce matin au Sénat avec ce rapport de la Commission de la Culture sur l'avenir de l'audiovisuel public en plein débat budgétaire. Adrien Develay. L'audiovisuel public français est à la traîne. C'est en tout cas le constat de la Commission de la Culture qui encourage le service public à combler son retard par rapport à nos voisins. Moderniser les programmes, multiplier les supports d'accès. La présidente de la Commission souhaite également des chaînes vraiment différentes pour un public varié. La télévision publique doit toucher tous les publics, qu'ils soient éloignés géographiquement ou pas, les publics jeunes et moins jeunes, toutes les générations. Ça veut dire qu'il faut être dans une logique de l'offre qui correspond aussi aux nouveaux usages entraînés par la mutation numérique tout simplement. Et là, il y a un gros travail à faire. La question des moyens est posée et la Commission se dit prête à discuter d'une réforme de la redevance. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a déclaré vouloir l'étendre aux écrans numériques. Les sénateurs, eux, proposent une autre solution. Nous proposons une réforme qui touche l'ensemble des écrans, c'est-à-dire en fait une réforme qui soit familiale par foyer, à l'allemande. Mis à part une très grande minorité de nos concitoyens, tout le monde a accès à l'audiovisuel public qui lui-même doit se réformer pour apporter une dimension supplémentaire. D'après un sondage réalisé en juin dernier, une majorité de Français trouvent que le service public manque de dynamisme. Sous l'impulsion du gouvernement, le groupe France Télévisions a amorcé une profonde transformation en annonçant notamment la suppression de la chaîne France 4 et le passage au numérique de France O. Et je vous propose d'écouter la réaction du sénateur socialiste de Paris, spécialiste des questions audiovisuelles, David Assouline. Il répondait aux questions de Tam Tranu il y a quelques instants. Écoutez. David Assouline, d'abord votre commentaire sur le budget en baisse de l'audiovisuel public, moins 0,9%. C'est exigeant mais réaliste à juger Françoise Nyssen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la ministre de la Culture ? Non, pas du tout. C'est un manque d'ambition très net, malgré tout ce qui est déclaré, puisque tout le monde, et notamment les pouvoirs publics, ne cessent de dire qu'il faut absolument conforter le service public de l'audiovisuel, il doit être le symbole de la qualité, etc. Mais avec moins d'argent. Ben oui, et je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis partisan, moi, d'une réforme. On peut faire mieux, on peut optimiser les dépenses, on peut rationaliser, on peut imaginer des meilleures synergies. Tout cela, je suis pour. Mais je sais qu'on ne fera pas mieux avec moins. Car je dis, et j'affirme, à contre-courant de tout le monde d'ailleurs, que l'audiovisuel public aujourd'hui est sous-doté. Sous-doté par rapport à des audiovisuels publics comparables en Grande-Bretagne ou en Allemagne.
où les budgets sont nettement plus importants, le nombre de personnel est plus important, la redevance demandée à l'ensemble des citoyens est beaucoup plus importante. Et donc il faut arrêter de dire qu'ici c'est trop, ou la redevance est trop chère, ou on dépense trop. Que on dépense mieux, il y a bien entendu, j'en suis convaincu, y compris je pense qu'il faut beaucoup mieux équilibrer ce qui est dépensé pour la production, la création, la réalisation, tout ce qui fabrique les émissions, et moins pour un encadrement qui se superpose et qui parfois apparaît superflu. Mais cela, c'est du débat à avoir. Par contre, là, quand on discute du budget et qu'on nous dit qu'il va falloir 190 millions d'euros de moins pour le service public d'ici 2022, que ça veut dire pour Radio France l'année prochaine 5 millions de moins, et pour France Télévisions... un plan de départ volontaire, d'ailleurs, notamment les syndicats de l'audiovisuel public. Parce que je ne vois pas comment on peut faire sans, parce que ce que ne dit pas la ministre, parce que la façon de présenter les chiffres est toujours quelque chose que les parlementaires doivent bien décrypter, parce qu'on nous ment un peu par omission souvent. Dire qu'on enlève 26 millions à France Télévisions l'année prochaine peut paraître peu. Moi, je pense que c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est le double, car 26 millions, c'est à peu près ce que l'on doit dépenser de plus naturellement, entre guillemets, chaque année, parce qu'il y a un coût de la masse salariale plus important. Un budget stable est forcément déjà en baisse, en réalité. Bien sûr, exactement, parce que le coût de la vie augmente, tout ce que l'on achète pour fabriquer est plus cher, et la masse salariale augmente normalement, suivant l'augmentation du coût de la vie. Mais vous dites que vous êtes à contre-courant par rapport à un certain nombre de vos collègues de la Commission de la Culture, aussi par rapport à un certain nombre de Français qui jugent que l'audiovisuel public coûte cher et que la qualité n'est pas au rendez-vous. Il y a eu un sondage qui a montré que 56% des Français n'étaient pas satisfaits de l'audiovisuel public en France. Non, mais d'abord, il dit, c'est le sondage, que près de 80% est très attaché à l'audiovisuel public. Alors qu'on nous dit, oh, les Français, ils ne feront pas la différence, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est évident que si on pose la question, est-ce que c'est parfait, est-ce que on peut faire mieux ? Tout le monde va dire oui, je suis insatisfait de telle ou telle émission qui ne me plaît pas ou qui n'est pas au rendez-vous d'une qualité. Donc je ne veux pas verser dans ce populisme ambiant. Ce que je sais, c'est que pour aujourd'hui faire de la télévision qui est concurrentiel, non seulement par rapport au privé, parce que c'est un secteur public paradoxal, c'est qu'il est en concurrence avec du privé, y compris la première chaîne en France est privée, ce qui n'existe pas ailleurs. Et en plus, à une concurrence internationale, il y a Netflix. Netflix va investir 8 milliards dans la création de contenus originaux. Et nous, on pense, avec nos petits bras, qu'on va pouvoir tenir en rabaissant. Alors, je veux aussi dire que la deuxième façon de mal présenter un budget, c'est de dire qu'on va mettre 150 millions d'investissements, et là on montre une ambition dans la révolution numérique, sauf que ça va être en interne, donc ça va être de l'argent encore en moins dans ce qui est utilisé aujourd'hui à France Télévisions ou à Radio France. Donc si on additionne ces ponctions, finalement, eh bien on atteint quelque chose comme 80 millions par an, et on nous dit que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de la télévision publique quelque chose de fort et de beau. Je ne suis pas d'accord et je me battrai contre. Eh bien, merci beaucoup David Assouline pour votre réaction. David Assouline, grand défenseur donc de l'audiovisuel public et de son budget. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt sur notre antenne. Alors qui pour succéder au procureur de Paris, François Molins, alors que 3 candidats étaient déclarés pour succéder à ce poste prestigieux, ils ont été écartés par l'Élysée, contraignant la chancellerie à lancer un nouvel appel à candidature. Explication de Jérôme Rabier. Nommé en 2011, François Molins quittera prochainement le poste de procureur de Paris. Et la succession de celui que les Français ont découvert par ses prises de parole au moment d'attaques terroristes n'est pas sans poser problème. Le Canard enchaîné révèle qu'Emmanuel Macron a rejeté les candidatures de 3 magistrats qui avaient pourtant été proposés par la chancellerie sous l'autorité de Nicole Belloubet. Le fait du prince pour l'opposition. On a l'habitude déjà depuis quelque temps de voir que sur un certain nombre de nominations, il a désigné ou nommé des personnalités proches de lui, comme s'il y avait nécessité d'avoir des camarades ou des amis très proches à ces nominations. Oui, on le voit, c'est une constante, semble-t-il, depuis qu'il est président de la République. Après la nomination de Philippe Besson, un proche au poste de consul de Los Angeles,
Et l'intervention de Nicole Belloubet sur l'audition d'Alexandre Benalla par le Sénat, c'est une ingérence dans le fonctionnement de la justice, dénonce sur Twitter la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Emmanuel Macron avait pourtant prévenu en janvier qu'il considérait normale l'autorité du ministère de la Justice sur les magistrats du parquet, tout en vantant l'indépendance des procédures. Je crois donc profondément que le parquet à la française se doit d'être rattaché par ses fonctions mêmes au garde des Sceaux, mais que notre travail est d'assurer plus fermement, plus clairement son indépendance. Pour ce qui est de la nomination, je souhaite en effet que nous puissions apporter des garanties supplémentaires. Pour justifier un nouvel appel à candidature, la garde des Sceaux a évoqué la création d'un parquet national antiterroriste qui sera séparé du parquet de Paris, compétent jusque-là en la matière. Mais cela n'empêchera pas les opposants de scruter avec attention le profil du futur magistrat nommé à ce poste. Et Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Laurence Blisson, on vient d'entendre ce sujet de Jérôme Rabier. Visiblement, l'Élysée a fait part de ses réticences sur la nomination de Marc Simamonti au poste de procureur de Paris pour remplacer François Molins. Est-ce que cela vous surprend ? C'est une constante, malheureusement, et à vrai dire, la droite l'a autant utilisé qu'aujourd'hui le pouvoir macronien. Chaque, finalement, classe politique, chaque camp politique a toujours voulu pouvoir nommer ses procureurs. Et donc, il n'y a jamais eu une avancée constitutionnelle qui consisterait à dire la nomination des magistrats et a fortiori des procureurs, doit relever du Conseil supérieur de la magistrature et pas de la direction des services judiciaires, et derrière elle, la ministre de la Justice, et derrière elle, le président de la République, l'exécutif en somme. On voit bien que malheureusement, chacun se dit qu'un jour il sera au pouvoir et que là, il voudra pouvoir nommer son ou ses procureurs, qui lui sera d'une certaine manière redevable de sa carrière, et avec cette idée d'un lien hiérarchique, mais un lien hiérarchique extrêmement étonnant parce qu'il passe par le fait de nommer quelqu'un. Une relation intuitive-personnelle. Et ça, c'est un problème dans une démocratie. Oui, mais Laurence Blisson, on a réentendu effectivement en janvier devant la Cour de cassation, Emmanuel Macron, il s'en est jamais caché de ce lien hiérarchique. C'est vrai que les magistrats du parquet doivent mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. Bien sûr, ils mettent en œuvre la politique pénale du gouvernement. Il y a pour ça des circulaires générales qui ont un sens, qui doivent être mises en œuvre par les procureurs qui appliquent la loi. Et ils l'appliquent sur le territoire dans lequel ils sont compétents. Mais il n'y a pas besoin pour cela qu'ils soient nommés spécifiquement par le pouvoir exécutif. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec la nomination du procureur de Paris, mais demain, avec la nomination du procureur national financier, parce que Mme Houlette va être atteinte par la limitation, après-demain, avec la nomination du procureur national antiterroriste, le problème se posera systématiquement, c'est-à-dire cette suspicion que la personne qui sera nommée, elle aura été nommée par un pouvoir auquel il sera ou il ou elle sera redevable. Et il y a en ce moment quand même des affaires en cours à Paris. Il y a une réforme constitutionnelle qui a été abandonnée, mais qui n'allait pas du tout assez loin. Il faut absolument la reprendre et il faut qu'elle coupe absolument le lien. On va y venir justement. On a entendu l'opposition dénoncer le fait du prince. Vous dites la même chose ? Absolument. Clairement, on voit bien qu'il y a un choix politique qui est derrière cette nomination. Disons que l'opposition a beau jeu de le dire, alors qu'elle a fait exactement la même chose lorsqu'elle était aux responsabilités. Et que, par ailleurs, elle bloque toute évolution constitutionnelle. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les procureurs et pas le ministère qui fasse des propositions. Pourquoi il y a toujours ce malaise entre l'exécutif et la justice ? Vous le disiez, c'est une constante de droite comme de gauche. On se souvient aussi des propos de François Hollande rapportés dans un livre où il parlait de la lâcheté des juges. Ça avait créé une véritable polémique à l'époque. Bien sûr. Le pouvoir politique ne veut pas que la justice vienne voir ce qui se passe dans la classe politique, et notamment il y a certaines affaires qui ont laissé des traces, je dirais. Et donc, d'une certaine manière, en maîtrisant les nominations, la classe politique pense pouvoir s'éviter certaines difficultés. En partie à tort, mais la suspicion demeure. Et donc c'est pour ça qu'il faut supprimer le mécanisme des remontées d'informations sur des affaires individuelles qui permettent aux gardes des Sceaux d'avoir en temps réel des informations sur les procédures, et qu'il faut revoir le processus de nomination des magistrats du siège et du parquet.
Alors, un des arguments avancés par l'Élysée, mais aussi par Matignon, puisqu'on sait que Édouard Philippe, visiblement, aura son mot à dire dans le choix de successeur de François Molins, c'est bien que le procureur de Paris a un poste central. C'est lui qui va aussi s'occuper de la sûreté de l'État. C'est normal que l'exécutif cherche à le rencontrer. Alors, il est une chose de dire qu'il sera rencontré une fois nommé, c'est autre chose de dire qu'on va le nommer par rapport à ça. Il y a un Conseil supérieur de la magistrature. Il est composé pour partie de magistrats, mais majoritairement de personnalités extérieures. C'est une instance indépendante qui permettrait précisément de couper le lien et de montrer, si elle pouvait nommer l'ensemble des magistrats, dont les procureurs de la République, que clairement, l'exécutif renonce à utiliser ce choix du prince, renonce à choisir les personnes sur des postes dans lesquels, encore une fois, le procureur de la République, c'est quelqu'un qui applique les textes, qui applique la loi, qui applique une politique pénale. Et donc, il n'y a pas besoin qu'il soit choisi personnellement pour le rapport qu'il entretient avec l'exécutif, par exemple, pour qu'il puisse exercer ses fonctions de manière absolument conforme à la politique pénale. C'est une façon de prêter allégeance, ce choix par l'Élysée du procureur de la République de Paris? Il y a toujours ce risque, et puis il y a la suspicion. On a le même mécanisme, nous au syndicat de la magistrature, on est opposés aux décorations. Pour les magistrats. On dit que concrètement, il ne doit pas y avoir de rapport entre l'exécutif et l'autorité judiciaire. On est dans une démocratie, ça s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est une question basique. Aujourd'hui, on fait semblant que finalement, il aurait été nécessaire de relancer un appel à candidature parce que finalement, le champ d'intervention aurait changé à cause du procureur national antiterroriste. Mais ce projet de procureur national antiterroriste, il existait déjà au début de l'été, quand François Molins a été nommé à la Cour de cassation et que donc le poste était théoriquement vacant. On est aujourd'hui dans une situation absurde dans laquelle concrètement le poste de procureur général de la Cour de cassation est vacant et en fait le pouvoir fait un appel du pied. Il doit y avoir vraisemblablement un candidat qui va advenir de cette manière-là. En tout cas, on voit bien que ça pose un vrai problème. Il faut sortir de ça et ça implique une réforme constitutionnelle. La Constitution donne justement le droit à Emmanuel Macron. C'est le gouvernement qui soumet pour avis au CSM le nom des magistrats qu'il compte nommer au parquet. Oui, c'est ce qui se fait dans notre Constitution. C'est donc l'autorité, enfin le ministère propose un nom au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis favorable ou défavorable. D'abord, l'exécutif n'est pas obligé de suivre cet avis. Il le fait depuis des années, mais il n'est pas obligé de le faire. Et surtout, imaginons que le CSM donne un avis défavorable. Eh bien, le CSM ne peut pas dire « je donne un avis défavorable et je remplace la candidature par une autre ». Non, non. Si le ministère de la Justice veut s'entêter à ne jamais proposer quelqu'un, il peut le faire. Jusqu'à présent, François Molins, qui avait été nommé par Michel Mercier, le dernier garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy, finalement, n'a jamais fait preuve d'allégeance. Il a une parfaite indépendance à son actif. Il y a deux choses. Il y a l'indépendance réelle, concrète, et puis il y a la suspicion qui peut naître. À vrai dire, sur cette suspicion, on ne peut jamais savoir si peut-être des affaires n'ont jamais émergé, si certaines affaires ont été à la base directement enterrées. Donc l'idée, ça n'est pas d'accuser tel ou tel, de dire que par principe tel ou tel candidat sera et fera allégeance. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème à ce que la carrière des magistrats soit finalement une carrière qui soit dictée par le politique et par l'exécutif. C'est vraiment un enjeu démocratique majeur. Laurence Bisson, la prochaine révision constitutionnelle doit justement permettre de régler ce problème de la composition du CSM. Qu'en attendez-vous ? Alors, elle ne le règle que très partiellement, puisque la réforme qui a été présentée et qui est malheureusement au point mort, elle ne permet qu'un avis conforme du CSM. C'est-à-dire que le ministère ne pourra pas passer outre l'avis défavorable du CSM, mais ce sera toujours le ministère qui proposera un nom. Or, on voit bien aujourd'hui que c'est ce moment-là qui est le moment clé. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est qu'on aille au-delà de l'avis conforme, et puis qu'on assure l'indépendance des magistrats du parquet de manière plus large, et ça implique aussi une révision de la conception qu'on se fait de ce lien de subordination. Il faut couper une partie du lien de subordination, et puis il faut permettre une certaine autonomie dans les parquets, dans les tribunaux. C'est essentiel. Eh bien, merci à vous, Laurence Bisson, d'être venue sur ce plateau.
L'équipement des forces de l'ordre est à bout de souffle. Alors comment, dans ce contexte, exercer une mission toujours plus difficile quand les moyens matériels manquent cruellement? Le Sénat a commandé un rapport à la Cour des comptes et vous allez le voir, le constat est édifiant. Cécile Sixou. Des scotch pour maintenir la ceinture de sécurité ou encore la boîte à gants. Il y a un an, des policiers ont lancé un concours photo pour dénoncer la vétusté de leurs équipements. Visiblement, depuis, la situation ne s'est pas arrangée. Un rapport commandé à la Cour des comptes par le Sénat dénonce le vieillissement des équipements des forces de l'ordre, en particulier le parc automobile. Le parc automobile est vieillissant, beaucoup trop, moyenne d'âge de 8 ans, et ça ne s'améliore pas, on va de 8 à 10 ans. Le taux de renouvellement est beaucoup trop faible. Autre constat inquiétant, les policiers ne s'entraînent pas suffisamment au tir. Ils ne font en moyenne que 51% des 3 séances obligatoires. Enfin, la Cour des comptes note une augmentation des frais de personnel de 80 à 87,5% aux dépens des frais d'équipement, qui sont donc passés de 20 à 12,5% entre 2012 et 2017. Lorsqu'on crée 3 emplois dans la police, on supprime une voiture. Donc il faut que ça ne soit plus le cas. Si on crée des emplois, il faut qu'en face, il y ait un équipement. Philippe Dominati veillera à ce que les augmentations d'effectifs prévues par le budget 2019 ne se fassent pas au détriment des équipements. Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités tout de suite. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Iacovelli. Bonjour, merci d'être avec nous, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Philippe Dominati est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur LR de Paris. Vous êtes à l'origine justement de ce rapport commandé à la Cour des comptes, justement sur ces questions d'équipement des forces de l'ordre. Bienvenue à vous. Et Jean-Marie Godard est également avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes écrivain, auteur de Paroles de flic, l'enquête choc, paru aux éditions Fayard. Bienvenue à tous les trois. Philippe Dominati, il y avait eu ce rapport de votre collègue François Didier justement sur l'épuisement, l'essoufflement des forces de l'ordre. Là, vous êtes intéressé à cette question de l'équipement matériel. Pourquoi ? Oui, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Sénat, c'est la Cour des comptes. À la demande du Sénat, il y a 1 an et demi, la Commission des finances a demandé à la Cour des comptes de faire un rapport très précis sur l'équipement et sur 4 catégories de matériel concernant nos forces de sécurité. Et au bout d'1 an et demi de travail, beaucoup d'auditions et des auditeurs de la Cour des comptes, il y a ce rapport qui a été présenté à la Commission des finances la semaine dernière. Et le rapport lève une ambiguïté. Il y a vieillissement du parc automobile, il y a sous-entraînement en ce qui concerne les forces de police en matière d'équipement, notamment formation de tir. Donc ce rapport avait été commandé parce que à chaque fois le pouvoir explique que finalement une partie du parc se renouvelle, que certains moyens sont mis en place, qu'il y a des plans d'exception au moment du plan du terrorisme, le premier plan, le deuxième plan. Là, toute ambiguïté est levée, non pas par le Sénat, mais par la Cour des comptes. À la demande du Sénat, effectivement. Xavier Iacovelli, ce n'est pas un constat qui est malheureusement nouveau, on le sait. Il y a des difficultés justement d'équiper pour l'équipement des forces de l'ordre. Oui, il y a les équipements, vous en parliez tout à l'heure, sur effectivement les véhicules. Je crois 10% du parc automobile a plus de 10 ans, donc ce qui pose un vrai problème. On a des véhicules à 250 000 km et ça rejaillit du coup sur l'action même des policiers. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, au-delà de l'aspect des agents de la force publique, c'est aussi les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens, lorsqu'ils appellent le 17, qu'est-ce qui se passe ? On leur répond, on n'a pas de véhicule, il faut intervenir. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Et quelles sont les populations qui souffrent ? C'est souvent ceux qui sont dans les quartiers populaires, c'est souvent des personnes en difficulté. Et donc, nous, politiques, on doit être là pour répondre à ces attentes. Et c'est vrai que moi, je suis un peu inquiet sur la programmation budgétaire pour 2019, puisqu'effectivement, on a une augmentation d'un 65%, je crois, du budget, alors qu'on a une inflation à 1,8%. Donc la réalité, c'est qu'on sera en diminution du budget pour la sécurité. Alors moi, je suis d'une famille politique qui a fait souvent de la sécurité un tabou. Mais c'est vrai que je prends l'exemple de Samia Ghali, qui a été un vrai électrochoc dans notre famille politique, et qui me parlait encore hier de la question de Marseille, où ils ont découvert carrément un arsenal de guerre dans les cités. Et nous, on envoie des policiers municipaux avec des pistolets à eau, quasiment. Donc il y a un vrai problème d'équipement de nos forces de police, un problème d'effectifs aussi.
Et c'est vrai que la nouvelle police du quotidien qui est annoncée par le ministre de l'Intérieur, moi m'inquiète parce que c'est à budget constant, voire en diminution, puisque je l'ai dit. Et donc, on va faire comment ? On va faire comment si on ne met pas les moyens nécessaires pour ces quartiers prioritaires qui, je rappelle, sont à l'échelle de 30 ? Donc je ne savais pas qu'on n'avait que 30 quartiers prioritaires, malheureusement, dans... C'est une expérimentation qui va falloir... Le problème, c'est qu'on n'en est plus à la phase de l'expérimentation. Aujourd'hui, on a besoin réellement de faits concrets. Jean-Marie Godard, les forces de l'ordre elles-mêmes ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme justement sur la vétusté de leur équipement. Ça, ce n'est pas nouveau. Ah, mais clairement. Et moi, quand je suis allé à leur rencontre sur le terrain, il y a plusieurs villes en province, des grandes villes de province, où j'ai vu des voitures de police secours, des voitures sérigraphiées, où vous avez carrément la barre de gyrophare qui est cassée. Une voiture où vous vous installez sur le siège passager, une voiture de sérigraphiée aussi, où on vous dit fais gaffe, il y a les fils de la radio qui pendent, tu te prends pas les pieds dedans, donc vous êtes en train de faire le ménage. Voilà. Les policiers, quand moi je les vois, ils me disent mais on a une voiture, on a un phare qui manque, et si on fait un délit routier, quelle crédibilité on a quand on va aller arrêter quelqu'un qui a un feu arrière qui ne fonctionne pas, ou si nous, on a des voitures dans cet état-là. Voilà. Mais j'ai vu plein de choses comme ça. Des policiers aussi qui, quand ils sont arrivés à leur poste, à leur premier poste, ont été obligés d'acheter eux-mêmes leur paire de menottes. Ou, pour ceux qui font la nuit, leur torche électrique. Parce qu'il n'y en avait plus en dotation et parce qu'il fallait faire redemander, ça allait prendre des mois. Donc voilà, c'est une situation qui est effectivement assez catastrophique et assez calamiteuse sur ce plan-là. Ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre, Philippe Dominati, ces propos de Jean-Marie Godard Je les partage et je les ai dénoncés à plusieurs reprises sur l'équipement des policiers, où ils doivent acheter des chaussures de meilleure qualité que celles fournies par l'État, sur l'équipement, sur les gants pour la palpation, sur un certain nombre de choses. C'est tout à fait anormal. En tant que rapporteur spécial, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Mais dans une polémique qui dure depuis des années, depuis la crise du terrorisme, on nous explique les effectifs. Or, le pouvoir a créé des effectifs au détriment de l'équipement. Avant, la proportion, c'était 80% du budget pour les effectifs et 20% pour l'équipement et les locaux, l'investissement. Et aujourd'hui, c'est 87,5% pour le personnel et que 12% pour le fonctionnement. Alors la Cour des comptes annonce, comme ce que nous avions annoncé au Sénat, ça ne peut plus durer, puisque si en face des effectifs, il n'y a pas d'équipement, c'est au contraire dramatique pour l'institution. Et c'est une politique qui a été mise en place quand même depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Pour prendre un exemple, on dit en 2012, à partir de 2012, on a créé des effectifs, d'accord, mais la moyenne du parc automobile, c'était en dessous de 5 ans. Aujourd'hui, c'est 7 ans et demi, c'est la Cour des comptes qui le dit. Donc lorsqu'on crée 3 postes et qu'on supprime une voiture, ce n'est pas une solution. Si on crée 3 postes, il faut en face des équipements. À ce sujet, pour l'anecdote, justement, moi j'ai vu des cas où vous aviez des policiers qui ne pouvaient pas sortir en patrouille parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait pas assez de véhicules. Alors là, par exemple, on va mettre en place la police de sécurité du quotidien. Le gouvernement, il annonce entre 8 et 10 000 recrutements d'ici la fin 2019, ce qui fait beaucoup. Si le parc automobile ne suit pas, par exemple, tous ces postes qui vont être créés, mais ils vont être à pied, vos policiers, si vous n'avez pas assez de véhicules pour faire des équipages. Tout simplement. Avec des conséquences, vous le rappeliez, Xavier Iacovelli, justement, sur les missions des policiers et des gendarmes. Ils ne peuvent pas plus mener à bien leur mission de service public. Sur leur mission, mais aussi sur leur quotidien à eux, en tant qu'agents de la force publique. Parce que moi, je prends mon exemple en Ile-de-France et particulièrement dans les Hauts-de-Seine. Lorsque un policier a son concours et qu'il est nommé dans les Hauts-de-Seine ou en Ile-de-France, il n'arrive pas à se loger. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'en ai parlé encore avec des agents de ma ville Suresnes. Ils font de la colocation. Donc parfois ils sont 5 dans un appartement qui fait 30 mètres carrés, où ils font des rotations par rapport à leurs horaires, et donc ils s'échangent la chambre puis par rapport à leurs horaires. C'est quand même pas normal aujourd'hui que l'État traite ses agents de la force publique dans ces conditions-là. Donc il y a une question d'équipement, il y a une question aussi de salaire, mais il y a aussi une question de pouvoir loger nos agents de la force publique. C'est même plus dramatique que vous le signalez, puisque lorsqu'ils sortent de l'école, ils reçoivent qu'à peu près 5 ou 6 semaines après, la lettre comme quoi ils auront une solde pour payer le loyer.
Donc ils ne peuvent même pas donner en garantie, lorsqu'ils vont chercher un logement en arrivant dans la zone de la préfecture de police, la possibilité qu'ils sont crédibles et qu'ils peuvent payer financièrement. Donc c'est effectivement dramatique. Avec des conséquences aussi psychologiques, Jean-Marie Godard, sur l'épuisement parfois des forces de l'ordre. Oui, parce que il y a un sentiment d'abandon de la part du pouvoir politique, de la haute hiérarchie aussi parfois. Et c'est vrai que les conditions matérielles, les conditions de travail, ces conditions de travail-là et ces conditions matérielles-là renforcent cette impression d'abandon. Moi, j'ai rencontré des gens qui, quand ils sont rentrés dans la police, ils sont rentrés par conviction. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Et c'est vrai que quand ils arrivent sur le terrain et qu'ils se retrouvent avec des conditions matérielles, alors c'est pas partout comme ça, mais il y a quand même beaucoup de commissariats où c'est comme ça, d'endroits où c'est comme ça. Il y en a qui se disent mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce travail et pourquoi même au niveau des politiques et de la haute hiérarchie, on a si peu d'écoute et si peu de respect. Et ils ont l'impression de ne pas être compris en fait. Ils ont l'impression que les gens qui prennent des décisions politiques sur la manière dont ils vont travailler, sur leur équipement, en fait, ne connaissent pas leur boulot, quoi. Enfin, ne connaissent pas le travail du policier de terrain. Voilà. Ces conditions matérielles, ça a un impact sur le recrutement aujourd'hui, Philippe Dominati? Oui, bien sûr. D'abord, le recrutement, on a raccourci à cause de la crise le temps de formation. Et puis, avant... en région, dans l'Île-de-France, dans le périmètre de la préfecture de police, c'était, je dirais, presque un passage obligé, mais qui était un accélérateur de carrière. Maintenant, c'est un pinceau. Du plus bas de la hiérarchie au plus haut de la hiérarchie, effectivement, ça se passe plutôt mal. Bon, donc, en termes de vocation, on sent très bien que le fait de ne pas avoir de matériel, de devoir avoir des locaux insalubres ou obtenir un coup de peinture, ça semble quelque chose d'extraordinaire. Tout ça ne fonctionne plus. C'est dénoncé depuis pas mal de temps par des élus de tous bords. Il y a eu la crise du terrorisme, la crise migratoire, donc la fin du quinquennat précédent. On pouvait comprendre que dans l'urgence, il y avait un certain nombre de priorités opérationnelles. Au début d'un quinquennat où on doit remettre les pendules à l'heure, avec un ministre de l'Intérieur qui va présenter un budget alors qu'il ne va même pas l'exécuter, on se demande où on va. Franchement, il y a quand même des urgences structurelles et ce n'est pas normal sur un poste régalien comme celui-là d'avoir une attitude de la part du pouvoir de cette manière. Faut rappeler, excusez-moi, faut rappeler quand même que j'entendais bien tout à l'heure, vous parliez des effectifs, que le précédent quinquennat n'avait fait que des effectifs, mais avait diminué le parc, notamment automobile. J'entends bien ça. Sauf qu'effectivement, on a eu un recrutement de 9000 agents, alors que le gouvernement de Nicolas Sarkozy en avait supprimé 12 000. Donc il fallait bien aussi remonter à un certain effectif pour être efficace. Je ne dis pas qu'il fallait diminuer le parc automobile comme ça a été le cas, mais comprenez quand même qu'il y avait... Ça fait 4 ans qu'on entend cet argument. Or, c'est pas moi qui le dis, c'est un argument factuel. Lorsqu'on fait des effectifs au détriment de l'équipement, c'est un problème. Mais vous avez raison là-dessus. Il n'y avait pas la crise du terrorisme, c'était la crise financière, c'était un autre contexte. Mais la France est le pays qui a le plus de fonctionnaires de sécurité, de police, dans les quartiers, par million d'habitants. La problématique des quartiers, elle ne date pas du gouvernement de François Hollande. Donc on a eu déjà des problèmes sécuritaires où on avait besoin de forces de police dans nos quartiers et ça ne date pas seulement des actes terroristes. Ça s'est accentué avec les actes terroristes. Par rapport au mal-être et par rapport à la manière dont le manque de moyens matériels peut avoir des conséquences sur le mal-être des policiers, par exemple. Vous avez des gens qui font un métier qu'ils ont choisi de faire pour aider les autres, pour être au service des autres. Une anecdote que je raconte dans mon livre qui est significative par rapport au manque de moyens. On est en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes sur une circonscription de police, comme on dit, la Circo, qui couvre un peu plus de 150 000 habitants sur 2 ou 3 communes, un soir. Vous avez un jeune couple qui rentre chez lui, il constate qu'il y a eu une tentative de cambriolage de leur appart, il y a eu une tentative de forcer la serrure, ils ont 2 jeunes enfants. Bon, ils n'ont pas réussi à rentrer les cambrioleurs n'ont pas réussi à rentrer dans l'appartement, mais voilà, ils appellent la police, composent le 17, il est 19h. La personne au 17, au centre d'information et de commandement qui leur répond, leur dit on va vous envoyer une voiture pour passer chez vous. C'est pour faire des constatations et puis aussi pour rassurer, parce que souvent, pour faire les enquêtes derrière, on a un peu du mal au niveau de... Surtout quand il n'y a pas eu le cambriolage, on est plus dans la destruction de biens.
Et puis les heures passent. Et puis pas de voiture. Et puis à 21h, il y a une policière qui rappelle le père et qui dit écoutez, je suis vraiment désolé, je suis très embarrassé, mais on passera seulement chez vous demain dans la matinée parce qu'on a un véhicule pour toute la circonscription. Voilà. Moralement, pour ces policiers-là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ces situations se répètent visiblement. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a été interpellé sur ce sujet aux questions d'actualité au Sénat mardi. On le réécoute. Le président de la République avait annoncé pendant sa campagne électorale que nous allions sur ce quinquennat créer 10 000 postes pour la police et la gendarmerie, quand d'autres en avaient supprimé 12 000 pendant le leur. Alors oui, nous tenons aujourd'hui cette promesse. En 2018, cet engagement s'était concrétisé notamment par le recrutement de 2000 policiers et gendarmes. Le budget 2019 s'inscrit dans la même ligne, dans un contexte financier que vous savez difficile. Le budget des forces de sécurité intérieure atteindra 13,1 milliards d'euros, en augmentation de 335 millions d'euros. Pour la police nationale, un budget de 7,7 milliards, plus 2,9%, avec le recrutement de 1735 ETP. Pour la gendarmerie nationale, un budget de 5,4 milliards, plus 2,2%, avec le recrutement de 459 ETP. Alors c'est peut-être cela la différence entre la parole et les actes. Philippe Dominati, vous avez la réponse du ministre de l'Intérieur. Ils sont là, les budgets, les crédits. Au moment où le ministre s'exprime, on ne connaît pas le budget du ministère de l'Intérieur entre le fonctionnement et l'équipement. Maintenant, je le connais quelques jours après. C'est moins 11% pour l'an prochain en équipement par rapport à l'année 2018. On continue. Alors c'est cela, plus d'effectifs, moins d'équipement. Monsieur Collomb aurait pu nous dire qu'il baissait en face de 11% le budget de l'équipement, de l'investissement de la police nationale. Alors effectivement, faire du recrutement sur des postes qui vont arriver en fin d'année budgétaire, à la sortie de l'école, et faire de l'effet d'annonce, c'est ce qui a été fait par le passé et c'est ce qui continue à être fait maintenant. Et c'est en cela que c'est grave, parce qu'au début du quinquennat, alors qu'il n'y a pas les crises et les événements qu'il y a eu à la fin du quinquennat précédent, on ne peut pas continuer à faire de fausses annonces. Oui, vous êtes parlementaire, rapporteur justement des crédits dédiés aux forces de l'ordre. Qu'allez-vous faire justement lors de l'examen du projet de loi ? Écoutez, à l'examen du budget, déjà, on va voir si le budget au Sénat va commencer fin novembre, début décembre. On va voir d'abord si c'est le titulaire et si le ministre de l'Intérieur est toujours le même, ou s'il est là que pour 3 mois. On rappelle qu'il a effectivement annoncé sa candidature. Ça va être difficile de tenir sur un budget régalien. C'est difficile sur un budget régalien de défendre avec conviction un budget en disant c'est ce qu'il faut pour la sécurité des Français, mais moi je pars à la fin mai. Alors, c'est un élément d'inquiétude supplémentaire pour les forces de l'ordre, cette incertitude en ce qui concerne leur ministre de tutelle ? Oui, parce que le ministère de l'Intérieur est quand même un ministère très particulier, très important, comme les autres, qui nécessite de la stabilité. Voilà, de la stabilité. Et les policiers, en fait, au ministère de l'Intérieur, ils ont besoin de sentir quelqu'un qui tient la maison, quoi. Voilà, et qui est aussi à leur écoute sur le terrain, tout en étant en mesure de prendre des décisions, de prendre du recul et de prendre des décisions avec de la hauteur. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui invente la démission anticipée sur 1 an comme ministre de l'Intérieur. Enfin, déjà les policiers que j'ai rencontrés sur le terrain, ils trouvaient que ça flottait un peu depuis que Collomb avait été nommé et que ce gouvernement, par rapport au ministère de l'Intérieur, enfin un peu l'impression qu'ils y connaissaient pas grand-chose en fait. Voilà, c'est ça. Mais alors là, le message envoyé du ministre qui dit je retourne à Lyon et j'annonce carrément dans un entretien qu'au mois de mai prochain, je ne serai plus là pour aller faire les municipales. Au niveau des policiers de terrain, c'est calamiteux quoi, comme annonce.
Xavier Iacovelli. Oui, moi, il y a une inquiétude aussi, moi, que je trouve, et en tant que sénateur, on est aussi représentant des territoires, mais aujourd'hui, les collectivités locales sont obligées de pallier à la prérogative régalienne de l'État, c'est-à-dire la police, par la création de police municipale. Et à l'heure que le gouvernement nous presse au niveau des dotations et nous contractualise à un 1,2 maximum d'augmentation des dépenses, on est obligé d'avoir des polices municipales justement pour pallier à cette absence d'effectifs. Et moi, je pense que c'est vraiment problématique. Et moi, je souhaite qu'on puisse sortir de la contractualisation les dépenses concernant la police municipale, puisque c'est un moyen aussi de répondre aux attentes de nos concitoyens. Les maires font de gros efforts financiers pour installer ces polices municipales, mais il ne faut pas qu'on soit pénalisé par cette contractualisation que l'État nous impose, notamment sur les dotations de fonctionnement. Ça, c'est une autre conséquence du désengagement de l'État. Il y a aussi effectivement cette montée en puissance des polices municipales, mais aussi d'entreprises de sécurité privées. Philippe Dominati, on a vu ça récemment. Oui, alors ce qu'il y a de préoccupant, par exemple, dans le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il n'y a pas assez de stands de tir. Alors si effectivement des collectivités territoriales, pour pallier une déficience de la police nationale, arment leur police municipale et entraînent les polices municipales d'une manière plus performante que la police nationale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus tolérer et accepter. Ouais. Donc il y a des priorités. La priorité, c'est la police nationale et la gendarmerie nationale. D'autant plus que la Cour des comptes dénote que les conditions ne sont pas les mêmes pour la gendarmerie que pour la police, puisque la gendarmerie utilise pratiquement toute forme de centre de tir et d'entraînement, et que dans la police, il y a des contraintes particulières, et donc il n'y a pas assez de stands. Mais ça démontre tout à fait, les maires sont désarmés, ou en tout cas ont besoin de renforcer la sécurité pour leurs concitoyens, ils sont prêts à mettre des moyens, et pendant ce temps-là, nos policiers n'ont pas l'entraînement nécessaire. Donc effectivement, tout ça, il y a une interférence, les polices privées, les milices privées, tout ça, en réalité, il faut que l'État retrouve son rôle régalien, mais pour cela, il faut des moyens, il ne faut pas rester sur cette polémique un peu stérile des effectifs, parce que ça fait 4 ans qu'on a la même chanson, et enfin, encore une fois, la France est le pays où il y a le plus de gendarmes et de policiers par million d'habitants de tous nos pays européens, de tous nos voisins. Justement, par rapport à cette question des polices municipales, il y a des endroits où il y a un bon équilibre, un bon fonctionnement police nationale, police municipale, notamment la police municipale dans pas mal de villes que j'ai pu voir, en fait, c'est la police de proximité, en fait, la police municipale, et tandis que la police nationale va s'occuper plus de choses judiciaires. Et, les relations, d'ailleurs, sont meilleures maintenant. Oui, tout à fait. Mais par contre, le problème que vous avez avec les polices municipales, par exemple, quand vous avez une mairie qui a des moyens et qui décide de créer une police municipale avec 25 ou 30 personnes, très bien équipées, avec des véhicules armés, qui ont des motos, des 4x4, et vous vous retrouvez avec un commissariat de police nationale à côté où les policiers municipaux sont mieux équipés qu'eux. Donc déjà, ça renforce le mal-être, ça crée des tensions. Puis en plus, au bout d'un moment, vous avez l'État qui dit « Ah mais en fait, il y a une police municipale de 30 personnes, les départs en retraite au commissariat local, on ne va pas les remplacer parce qu'en fait, on n'en a plus besoin. » Voilà. Et vous prenez, il y a un effet pervers là où, effectivement, cette mission régalienne, elle risque d'être déléguée aux collectivités locales. L'État se désengage. Sans en avoir forcément les moyens, vous le rappeliez à l'instant, Xavier Iacovelli. On n'a plus les moyens, enfin des collectivités n'ont plus les moyens, tout simplement parce qu'on est contraint avec la contractualisation voulue par l'État. Donc on est obligé effectivement de limiter les dépenses de fonctionnement, et donc on ne peut plus aller dans une augmentation des effectifs. Ça c'est sûr. Et puis alors pour celles qui n'en avaient pas encore, pour le coup, c'est quasiment impossible d'en créer aujourd'hui à budget constant. Donc je pense qu'il y a effectivement un problème de moyens pour les collectivités si on veut pallier. Mais je pense que le problème de base, c'est pas de pallier, c'est de faire en sorte qu'on ne pallie pas au manque d'effectifs de l'État. En conclusion, Philippe Dominati, il y a malgré tout peut-être une écoute, puisqu'on avait invité Stanislas Godon, qui est le secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Il ne peut pas être sur ce plateau puisqu'il est justement reçu cet après-midi par Gérard Collomb. Il y a quand même une écoute, une prise de conscience des difficultés, selon vous ?
de la part de la place Beauvau? Écoutez, de plus en plus, ces difficultés surgissent. L'ancien président de la République avait dû recevoir en urgence à 2 reprises les syndicats de police devant le mécontentement et devant la colère des forces de l'ordre. Des mobilisations. Au cours du dernier budget, j'avais informé le nouveau ministre de l'Intérieur que le budget qu'il présentait était un budget trop juste, trop déséquilibré, et que ça n'allait pas tarder. La discussion budgétaire avait eu lieu en décembre. Le 15 janvier, dans son bureau, en urgence, il devait recevoir tous les syndicats de police. Donc le prochain Ça devient, est ce qui est anormal devient usuel. On devrait avoir un plan de long terme, encore une fois. On est au début d'un quinquennat, quoi. Ça fait 1 an que ça dure. Et il n'y a toujours pas de réflexion stratégique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Philippe Dominati. Merci, Xavier Iacovelli. Merci. Jean-Marie Godard. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.